La session 2 de l'UE Biologie évolutive du L3BE de l'Université Paris-Saclay vient d'avoir lieu et donc je vais dans cette petite vidéo faire un corrigé pour que les étudiants sachent comprendre leurs notes. Alors, il y avait deux questions. La première question, euh, celle-là, était juste une discussion sur une proposition. Et la deuxième question était basée plus sur des documents. Depuis Antoine Laurent de Jussieu, on recherche la classification naturelle basée sur des regroupements ordonnés d'espèces. Une version plus moderne implique que la classification ne soit basée que sur des groupes monophylétiques. Or, l'espèce, qui est en général l'OTU, Operational Taxon Unit, qu'on va utiliser pour faire cette phylogénie, est elle-même basée sur l'interfécondité en conditions naturelles. C'est la définition d'Ernst Mayr. Cependant, la question que je pose, peut-il arriver que des espèces basées sur ce critère ne soient pas monophylétiques? Ce qui pose un problème quand on veut faire une phylogénie avec une OTU qui elle-même n'est pas monophylétique. Donc, je demande de proposer un mécanisme par lequel cette situation pourrait se produire et que faire alors d'un point de vue systématique. Il y a un certain nombre d'entre vous qui ont utilisé les informations qu'il y avait dans la première session. Vous vous rappelez sans doute, pour ceux qui ont eu cet examen, qu'il y a des introgressions géniques de différentes espèces de canidés qui montrent qu'il peut y avoir de la fécondité interspécifique avec des descendants viables et fertiles. Donc, effectivement, dans ce cas-là, selon le système génétique qu'on va utiliser, on pourra trouver, si on est dans un système avec introgression d'un gène, on pourra trouver qu'on n'a pas une monophylie sur ce gène. Euh, Globalement, en réalité, même si on peut avoir des gènes qui passent comme ça d'espèce en espèce par des introgressions génétiques, globalement, l'espèce qui le reçoit reste souvent plus ou moins stable. Il y a un gène ou une partie du génome qui arrive d'une autre espèce, mais ça n'est pas réellement un grand problème d'un point de vue systématique. Il faut prendre en compte qu'on a donc des transferts horizontaux. Un autre mécanisme qu'on avait vu en cours est celui lié à des spéciations successives. Donc imaginez une grande population qu'on va appeler ABC. Je ne suis pas tellement foulé pour les noms. Donc cette grande population ABC va être séparée en deux groupes, par exemple l'apparition d'un fleuve. On a AB d'un côté, C de l'autre, quelques échanges de temps en temps qui nous prouvent qu'on a toujours une interfécondité en conditions naturelles pour rester dans la définition de Mayr, mais donc ce grand ensemble est séparé en deux sous-ensembles. Et puis on a une deuxième séparation avec un petit groupe qui provient de AB qui va se séparer géographiquement. Par exemple, une femelle fécondée qui s'en va très loin. Et il se trouve que cette femelle fécondée qui arrive dans un nouveau territoire, par un effet de dérive génétique lié à un effet de fondation, peut développer des caractéristiques qui font qu'elle devient interstérile avec B. Donc A et B ne se reproduisent plus, alors que B et C continuent potentiellement de pouvoir échanger des gènes quand de temps en temps un individu réussit à passer le fleuve. Ça nous donne quoi d'un point de vue phylogénétique? Ça nous donne A plus proche de B, l'ensemble AB plus proche de C. On retrouve le mécanisme qu'on a vu. Or, il se trouve que B et C sont interféconds, mais A n'est pas interfécond avec B ni avec C. Donc, l'espèce BC est paraphylétique car elle n'inclut pas les individus de la population A. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue systématique? Les OTU doivent être monophylétiques.
Donc, d'un point de vue systématique, on va traiter A séparé de B, séparé de C, ou alors on va créer un grand groupe ABC. On ne va pas prendre en compte la séparation AB. Mais donc, mettre une espèce paraphylétique dans une systématique basée sur des groupes monophylétiques, ça n'a pas de sens. On va passer à la question 2. La question 2, c'était un article de 2013 qui s'appelait Silurian Placoderm with Osteichthian-like Marginal Jaw Bones. Alors, vous n'aviez pas besoin de savoir ce qu'étaient les placodermes, vous n'aviez pas besoin de savoir ce qu'étaient réellement ces os de la mâchoire. C'était une question purement de logique. Par contre, dans ce corrigé, je vais quand même vous donner quelques indications sur ces petites bêtes. Donc les placodermes, vous avez ici un fossile, un très joli fossile, celui de l'Arctique d'ailleurs, Antelognathus primordialis. Donc ce sont des organismes pisciformes, on pourrait dire poissons, en retenant le fait que les poissons, c'est une fonction finalement, c'est un groupe fonctionnel. Donc c'est des poissons qui sont apparus au Silurien, donc on est vers moins 410 millions d'années, qui ont une forte expansion au Dévonien. Donc qui étaient caractérisés par la présence de grandes plaques dermiques sur leur corps. Ensuite, on vous donnait une phylogénie et il fallait discuter des catégories systématiques présentées au-dessus de cette phylogénie sur la base de cette phylogénie. C'est exactement ce qu'on a fait dans le premier TD, c'est exactement la première question de l'examen de première session. On va prendre par exemple un cas dans un premier temps simple, tout à fait à droite, les chondrichtiens. Les chondrichtiens sont présentés ici en violet et on voit que toutes ces espèces violettes ont bien un ancêtre commun qui est plus proche de toutes ces espèces en violet que de n'importe quelle autre espèce. Donc, les chondrichtiens sur cette phylogénie, c'est bien un groupe monophylétique. On va passer de l'autre côté et on va prendre les ostéichtiens. Les ostéichtiens, vous avez donc toutes ces petites bêtes qui sont présentées ici en sorte de bleu foncé. Elles sont, je vais vous les montrer, elles sont, voilà, l'ancêtre commun des ostéichtiens est présent ici, et donc on a bien un groupe monophylétique des ostéichtiens, tout va très bien. Ensuite, on va passer au placoderme. Là, la situation est plus compliquée, parce qu'effectivement, on a cette polytomie ici. Vous avez une jolie polytomie, hop. Qu'est-ce que représente cette polytomie? On a vu en TD qu'il y avait deux types de polytomie, des polytomies soft et des polytomies hard. Une polytomie soft correspond à une incertitude, une polytomie hard correspond à une spéciation multiple au même moment. Ici, on lit la légende, on voit que c'est le consensus strict de 1117 arbres obtenus par parcimonie sur des matrices de caractères morphologiques. Donc, cette polytomie est une polytomie soft. Petite digression parce que j'ai encore trouvé dans des copies que mais c'est des caractères morphologiques, il aurait fallu faire du moléculaire. Arrêtez avec ça. C'est pas moléculaire, c'est très bien, morphologique, c'est nul. Chacun répond à des questions différentes en fonction du matériel qu'on a. Le fait qu'on travaille ici sur des bestioles fossiles de 450 millions d'années, non, 420 millions d'années, implique qu'on ne pourra pas faire de moléculaire.
Et le moléculaire n'est pas la finalité de tout. Là, en l'occurrence, quand on travaille sur l'évolution de caractères, avoir les caractères de notre matrice nous informe sur l'évolution de ces caractères. On revient à notre polytomie soft, incertitude. Alors, est-ce qu'on peut résoudre cette incertitude de façon à ce que ici, ces placodermes, ici, est-ce que ça, c'est possible que ça forme un groupe monophylétique? Ben, quelle que soit la façon dont vous le résolverez ici, ce groupe sera toujours plus proche des ostéichthiens que de ces placodermes ici. Donc, quelle que soit la façon dont vous résolvez cette polytomie, les placodermes ne peuvent pas être monophylétiques sur la base de cette phylogénie. Il est clair, je vous rappelle qu'on a une seule synapomorphie ici. Bon, on peut dire qu'on a une incertitude sur cette phylogénie, mais sur la base de cette phylogénie, les placodermes ne peuvent pas être monophylétiques. Donc, on va voir maintenant les autres groupes, les acanthodiens. Les acanthodiens, eux, quelle que soit la résolution des incertitudes qu'on peut avoir, les acanthodiens ne sont jamais monophylétiques. Les sarcoptérygiens, ici, peuvent être monophylétiques. Ça dépend comment se fait la résolution de cette polytomie, ici. Les actinoptérygiens, la même question se pose. En fonction de la résolution de cette polytomie, on peut avoir des actinoptérygiens qui sont monophylétiques, mais sur la base de ce travail, on ne peut pas le dire. Sur la base d'autres travaux qui n'incluent pas les fossiles, c'est clair que les actinoptérygiens sont monophylétiques. Quand on inclut les fossiles, ça devient beaucoup plus compliqué à résoudre. Voilà, donc ça, c'était la première partie de la question qui valait 10 points. C'était simplement une discussion monophylie, pas monophylie, en prenant en compte l'incertitude. On passe à la question petit b, discuter de la validité du résumé. Alors, je vais vous le mettre ici. Nous décrivons ici un poisson placoderme Antelognathus primordialis, tridimensionnellement préservé, âgé de 419 millions d'années, provenant du Silurien de Chine, qui représente le premier gnathostome possédant des os dermiques marginaux de la mâchoire, prémaxillaire, maxillaire et dentaire. Des caractéristiques auparavant considérées comme propres aux ostéichthiens. On a effectivement les ostéichthiens qui sont là. Ces caractéristiques ici, ces os, étaient considérées comme une caractéristique des ostéichthiens. Et là, on voit Antelognathus qui en a. Le problème, c'est que Antelognathus, on ne sait pas exactement où le mettre. Si on le met ici, finalement, si on résout cette polytomie en mettant Antelognathus à droite, finalement, il n'y a pas de problème. Le problème qui est décrit dans ce résumé vient simplement du fait que les placodermes ne sont pas monophylétiques. Si on crée un groupe placoderme monophylétique, finalement, il n'y a plus de problème. Et donc, la discussion comme quoi ces caractéristiques étaient considérées comme propres aux ostéichthiens, en réalité, est basée simplement sur une définition fausse, non monophylétique, de ce que sont les placodermes. Voilà, donc le sujet n'était pas forcément simple. Je pensais que tout le monde allait avoir au moins 10 points. La discussion des groupes monophylétiques, pas monophylétiques, à mon avis, ne posait pas beaucoup de problèmes. La discussion
ici qu'on vient de faire sur les caractéristiques d'Antelognathus était plus compliquée. La première partie de la question était plus compliquée aussi, mais je pensais que tout le monde allait avoir 10, et malheureusement, ça n'est pas le cas. Voilà, bonne journée.